Charmot, bonjour. Bonjour Moustapha. Vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. À l'issue de la session 2026 du CFE, un taux de réussite record de 94,49% a été enregistré. Quelle lecture faites-vous justement de ces résultats inédits? Oui, il faut dire que nous avons suivi ces résultats. Le premier constat, c'est que c'est la première fois justement qu'on organise cet examen du CFE sans le concours d'entrée en sixième, c'est en fait. Le deuxième aspect, c'est que nous avons constaté un bond exceptionnel de plus de 24 points. Cela nous amène d'abord à féliciter tous ceux qui sont appuyés à cet examen, les élèves, les enseignants et leurs parents. Mais ça nous amène aussi à nous interroger. Parce que nous le savons, de toute l'histoire du système éducatif sénégalais, nous n'avons jamais eu des bons qui ont été à plus de 10 points, en hausse ou en baisse, entre 2 années. Et cette année, nous sommes partis de 70 points à 93 points. 24 points de bons. C'est véritablement exceptionnel, c'est particulier. Et l'on est en devoir justement de nous poser la question sur quels pourraient être les facteurs explicatifs pour pouvoir s'en appuyer et corriger si l'évaluation n'a pas été telle qu'on le prévoit, ou alors s'en appuyer pour renforcer le système éducatif et voir un peu les facteurs qui peuvent aller dans le sens et le devoir d'améliorer les résultats. On va justement revenir sur ces facteurs que vous évoquiez. Et vous le dites, l'année donc a été inédite avec 24 points donc, notés pour le CFE. Que représentent pour vous ces chiffres? Oui, comme je dis, quand tu fais une analyse scientifique de tout le temps, d'une année à l'autre, on a toujours eu des fluctuations, des hausses de 10 points, donc entre deux années, ou des baisses de 10 points. Donc c'était autour de ça. Quand on trouve ce bon, on a toutes les raisons de nous interroger. Donc aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais nous avons le devoir, le droit de nous interroger qu'on puisse inviter les acteurs de l'éducation, comme les décideurs, dont on a décidé, à engager une réflexion profonde pour comprendre ce qui peut expliquer ce bon particulièrement exceptionnel. Si on ne comprend pas, ça pose problème. Il faudrait qu'on se dise, est-ce qu'il y a eu des mesures particulières qui ont été prises cette année pour justifier ce bon? Nous n'en avons pas vu. S'il y avait, comme l'année Covid, où nous avions été obligés de revoir les effectifs par salle de classe, c'était de 20-25 élèves par classe, de réduire donc ces effectifs, où il y avait toute l'équipe pédagogique qui était autour des candidats, donc on pourrait comprendre cette situation. Mais cette année, on n'a pas vu de mesures exceptionnelles en termes de réduction des effectifs des salles de classe, exceptionnelles en termes de plan particulier de renforcement de capacité des enseignants, exceptionnelles en termes de dotation particulière de manuels de support aux enfants, exceptionnelles en termes d'encadrement tout court. Donc, il n'y a pas eu ces mesures qui puissent, a priori, justifier ces résultats. Et donc, objectif que nous voulons être, nous avons invité les acteurs, tant qu'on s'en parle, à engager une réflexion objective et exhaustive pour comprendre pourquoi, entre 2025 et 2026, il y a eu un bond qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du système éducatif et qui même double la fluctuation habituelle. Donc ça, c'est véritablement une question qu'on a le droit de se poser maintenant. Il faut ensemble qu'on revoie, qu'on aille au-delà des informations de surface, qu'on aille en profondeur pour essayer de comprendre. Si c'est le dispositif d'évaluation qui pose problème et qui nous a amené vers ces résultats qui ne reflètent pas les compétences des enfants, il va falloir corriger. Il faut voir ça. Si, par contre, il s'agit d'un essai, parce que je crois que ça fait partie des arguments institutionnels, l'examen blanc qui a été organisé 1 mois avant l'examen officiel, cela aussi, ça pose problème, parce que dans tous les cas, en 1 mois, après un examen blanc, on ne peut pas apporter les remédiations qu'il faut pour arriver à une correction exceptionnelle. Donc, il faut, en tout cas, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il nous faut évidemment comprendre ce qui se passe, et mieux l'adresser. Mieux l'adresser, c'est de nous dire,
Et de la même façon, s'il y avait aussi une baisse aussi exceptionnelle, s'il y avait une baisse de 24 points, on se serait posé aussi la même question. Donc, de la même façon qu'on se pose des questions s'il y a une hausse, nous pensons que quand il y a des situations particulières, il y a peut-être quelque chose de particulier qui se cache derrière et nous devons dénicher cette chose-là pour le bénéfice de l'enfant. Et vous parliez de la suppression du concours d'entrée en sixième. Est-ce que vous pensez que cette décision a tout de même contribué à la hausse des résultats enregistrés cette année? Oui, il faut dire à ce niveau peut-être 2 points. Le premier, c'est que nous avions, nous, en tant que président, mené le plaidoyer pour la suppression du concours d'entrée en sixième. Et justement, pourquoi vous pensez Il n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le concours d'entrée en sixième avait du sens lorsqu'il nous permettrait de se conseiller en filtre pour prendre les meilleurs des candidats. En ce moment, tu avais très peu de classes en sixième. Très peu de classes. Donc, tu avais des élèves qui pouvaient réussir leur examen, le CEP avant, le certificat. Donc, ils avaient la moyenne qui était requise, mais qui ne passaient pas en classe supérieure simplement parce que le nombre de places était limité. Avec l'avènement, l'élargissement de la carte scolaire du temps de mon grand-père Abdoulaye Wade, qui a élargi carrément la carte scolaire, finalement, tous ceux qui ont eu le certificat passent, donc ceux qui ont la moyenne. Il y en avait d'autres qui venaient les accompagner parce qu'il y avait suffisamment de salles de classe, y compris des élèves qui avaient des moyennes très faibles. Donc, l'entrée en sixième, dans le contexte actuel, ne garantissait même pas la qualité. C'était un concours qui n'avait pas de sens. Quand on parle de concours pour les journalistes, pour la santé ou pour n'importe quel concours, ça permet de faire les meilleurs. Mais ici, il y avait suffisamment de place au niveau en classe de sixième depuis les années 2000 et qui fait qu'en termes de filtre, les moyens, bon, ceux qui n'avaient pas de moyens acceptables s'y passaient. Donc, sous cet angle-là, ça n'a pas de sens. Sous l'angle aussi de l'agenda 2030 et de ce que nous avons mis, nous, dans notre constitution, l'obligation de 10 ans, ça n'a pas de sens parce que nous pensons qu'il faut garantir à chaque enfant au moins une obligation de 10 années de scolarisation. Si quelqu'un fait 10 années d'obligation scolaire, nous considérons qu'il a les compétences minimales pour pouvoir se prendre en charge et mieux s'insérer. Il y a parmi justement ce lot qui ferait 10 années d'obligation, certains qui vont être excellents, qui vont dépasser les CI et qui vont pouvoir continuer les études dans d'autres circonstances. Il y en a d'autres qui seront bons, qui seront sur les moyennes, et il y en a d'autres qui seront médiocres, qui ne sont pas très bons, pas trop faibles, mais qui connaissent les bases, les compétences minimales, savent lire, écrire, comprendre, et ça, ils peuvent l'utiliser pour d'autres métiers. Ils feraient un excellent, je ne sais pas quoi, dans d'autres métiers ou dans d'autres structures, ou pour se prendre en charge, ils pourraient mieux le faire. Donc, il est important qu'on puisse garantir ces 10 années d'obligation scolaire pour que chaque enfant, le plus faible d'entre ceux qui font les 10 années, sache, maîtrise au moins les compétences minimales de base pour se prendre en charge. Il va écrire des SMS, il va être demain un bon commerçant, il sera un excellent menuisier, mais il faut au moins qu'il puisse avoir les compétences pour être autonome et se prendre en charge. Voilà ce qui est recherché dans les 10 ans d'obligation scolaire. Maintenant, dans ce mot, évidemment, il y a certains qui sont excellents, qui vont progresser dans l'enseignement général, d'autres qui sont très bons, qui sont bons parce qu'ils dépassent moyennement la moyenne. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre un concours et un examen. L'examen, c'est le certificat, le CFE. Et le certificat cherche à voir ce que l'enfant n'est pas censé ignorer, la moyenne. Il cherche sur 10 points à voir tous ceux qui ont les 5 points, on considère qu'ils maîtrisent ce qu'il est censé ne pas ignorer pour le cycle élémentaire. Voilà ce qui est recherché. Le concours n'est pas lié à la maîtrise des compétences. Le concours est lié au nombre de places disponibles. Donc, l'entrée en sixième n'est pas de ça. Ça, c'est un fait. L'autre fait maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre ces résultats particulièrement importants et la suppression de l'entrée en sixième? A priori, non. A priori, non, puisque justement, le certificat ne se préoccupe pas de la dimension concours, ça veut dire du nombre d'élèves qui doivent passer. Le certificat doit juste évaluer est-ce que l'enfant n'ignore pas les compétences fondamentales, minimales. Est-ce que l'enfant, le candidat, a la moyenne requise par rapport au nombre de points qui est demandé? Donc ça n'a pas de lien avec le passage en sixième, a priori. Donc le lien n'est pas établi. Normalement, quand on fait un examen, on cherche si l'enfant a la moyenne. Est-ce qu'il a 50% des points qui sont demandés? Donc ça, c'est différent d'un concours qui va ensuite aller vers
dans le sens de filtrer davantage en fonction du nombre de places. Le lien n'est pas établi. Il faudrait qu'on creuse ailleurs. Et il y a des acteurs qui s'interrogent, hein. C'est le cas de l'UNAPES, l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, se questionnant sur la gestion des effectifs, parce que 94% c'est beaucoup. Sur ce point, est-ce que vous également, vous avez donc des préoccupations? Évidemment. Évidemment que, mais je ne veux pas qu'on les lie d'abord. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas lié. Les certificats, ça évolue les compétences minimales à acquérir durant le cycle. C'est ça un examen. L'examen du BFM, ça cherche est-ce que l'enfant a 50% des points requis au moins. L'examen du baccalauréat cherche est-ce que l'enfant a 50% des points requis au niveau secondaire. Donc, s'il a ça, on dit qu'il a le minimum à ne pas ignorer. Voilà ce que cherche l'examen. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la différence. Maintenant, la question que vous avez posée, qui est une question réelle, et qui n'est pas liée justement à la situation actuelle, c'est les effectifs pléthoriques dans nos salles de classe. Et justement, puisqu'on n'a pas agi sur les effectifs, on s'interroge sur comment on a fait pour avoir 49%. Parce que nous le savons. Si vous regardez, il y a des établissements qui font plus de 100%, qui font régulièrement 90-100%. D'autant plus qu'il y a des écoles Ça, c'est des écoles d'excellence. qui ont supprimé donc les classes de 6e. Oui, il y a des écoles qui font plus de 90%, qui sont autour de 100% dans les examens, dans tous les examens. Vous allez au hôpital militaire, 100%, c'est rien, c'est pas une information. Maria Baba, ils font 100% très facilement. Vous allez dans certaines grandes écoles privées, catholiques, ils font 100%. Vous faites le tour du monde. Dans certains pays, vous allez en France, 90%, 95%, 100%, ça pose pas de problème. Mais quelle est la particularité de ces écoles qui font 100% sans que cela ne nous amène à un La particularité, ce sont des établissements qui ont des effectifs maîtrisables. Vous allez en France, les effectifs de 25 élèves classe. Britannique militaire, c'est presque la même chose. C'est 15, 20, 25 élèves par classe. Ils sont dans des conditions optimales pour pouvoir faire des résultats. Donc, la question qui se pose, ce n'est pas forcément qu'une école ne puisse pas faire 95 ou 100%. Non. Mais nos écoles, telles que c'est configuré, avec les effectifs assez pléthoriques, avec les ressources qui manquent, les moyens qui manquent, évidemment, cela pose problème qu'on en soit arrivé à ce résultat. Ça, c'est véritablement un point pour nous qui est essentiel. Maintenant, la question des effectifs pléthoriques des écoles, il faudrait l'adresser. Parce que si vous voulez faire des résultats assez importants et dans le temps sans que personne ne se pose des questions, il faut agir sur les déterminants, ce qu'on appelle les déterminants et facteurs de qualité. Parmi ces déterminants de qualité, les effectifs classe, le ratio élèves-enseignants. C'est ça qui permet, parce qu'aucun enfant n'est nul en réalité. Tous les enfants peuvent réussir en réalité. Mais il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps pour comprendre, d'autres qui ont besoin de plus de proximité pour qu'on puisse les prendre en charge, d'autres qui ont des difficultés où c'est un suivi individualisé qui permet de le faire. Avec des effectifs de 80 à 100 élèves, l'enseignant ne peut pas faire ce suivi. Donc, si nous voulons avoir des enseignants qui n'enseignent pas seulement la classe, mais qui enseignent chaque élève, parce que chaque élève est différent de l'autre, si nous voulons faire, si nous sommes dans ces effectifs réduits, où l'enseignant suit chaque élève, enseigne chaque élève, et en bonne complicité avec le parent de chaque élève, connaît la vie de chaque élève, comment il a dormi, quelles sont les conditions dans lesquelles. Si nous avons ces effectifs réduits, nous ferons des résultats. Maintenant, avec ce taux de 94%, une des conséquences, c'est que certainement que les effectifs en 6e au collège, ça va augmenter, et ça peut impacter aussi sur la qualité. Mais là, ce que nous voulons dire sur ce point, c'est que le facteur ratio élève-enseignant est un déterminant de qualité important. Donc, si nous voulons faire en sorte qu'on puisse identifier, détecter le talent qui dort à chaque enfant, accompagner chaque enfant, voir les difficultés de chaque enfant, l'accompagner à remédier ça, il faut avoir les effectifs réduits. Avec nos effectifs, ce n'est pas évident. C'est pourquoi, avec nos effectifs, il sera difficilement acceptable qu'on soit dans des résultats aussi difficiles. Bon, je rappelle que nous sommes avec Chermou, directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Alors, vos préoccupations concernant donc, les résultats du CFE, est-ce qu'elles ont été entendues par le ministère de l'Éducation nationale? Oui, je crois que oui, parce que, vous savez, quand la préoccupation est fondée, quand elle est objective, et si vous avez des décideurs qui sont dans une écoute de qualité, évidemment que la préoccupation va être recevable. Donc, on en a discuté, on en a parlé,
Vous avez vu certainement, après notre sortie, beaucoup de cadres du ministère de l'Éducation, des inspecteurs de l'Éducation et autres, qui se sont prononcés sur la question pour effectivement confirmer que cette situation est problématique et mérite un approfondissement dans l'analyse et dans la réflexion. Donc, sous cet angle, nous avons au moins permis de poser les débats. C'est peut-être ça qui a justifié cet entretien que j'ai avec vous. Donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on n'est pas décideurs. Mais la question, c'est que après investigation, nous devons poser les débats pour amener nos décideurs, les Sénégalais, à poser les vrais débats. Mais nous devons aussi accompagner ces débats par des pistes, par des solutions, par des recommandations. Voilà le rôle qui est attendu en tant qu'organisation de veille et d'alerte. Nous devons saluer cette performance, certes, mais nous interroger sur, évidemment, cette hausse assez exceptionnelle et assez spectaculaire. Et comme je l'ai dit, si c'était aussi une baisse de ce niveau, on serait posé exactement la question. Regardez, depuis que le Sénégal est Sénégal, pour tout ce qui est examen, notamment pour le certificat, une année à l'autre, c'est des bons, c'est plus 10 points, moins 11 points, plus 8 points. Donc, c'est des fluctuations de plus ou moins 10 points. Quand on en arrive à 24 et quelques points de fluctuation, on a toutes les raisons de nous interroger, de nous poser la question et d'inviter les acteurs, y compris nous, à approfondir justement la réflexion pour comprendre est-ce qu'il y a des défaillances dans notre système d'évaluation, est-ce qu'il y a des problèmes dans le mécanisme d'évaluation de moyens généraux, ou est-ce qu'il y a eu des mesures particulières qui ont justifié ces résultats. Vous vous rappelez de l'année Covid, c'était l'année où on avait fait les meilleurs résultats, et nous, on soutenait que c'était normal, parce que c'est l'année où, après le retour des élèves en classe, on a eu des effectifs réduits. Nous avons réduit les effectifs. Et il y a eu plusieurs enseignants autour des candidats. Il y a eu une forte mobilisation des communautés. Il y avait des enseignements à distance dans les classes, dans les télévisions. Cela, on pouvait le comprendre. Il y avait des éléments qui justifiaient qu'on puisse avoir des résultats. Mais cette année, il n'y a pas eu de mesures particulières qui puissent justifier ces résultats. D'autant plus que l'année a été perturbée avec 150 heures donc, de grève enregistrée. Oui, mais même cette perturbation, bon, vous savez, pour ce point, nous avons dit que normalement, l'impact de cette perturbation, nous ne l'avons pas ressenti dans les résultats, mais cela se comprend aussi. Cela se comprend parce que généralement, chaque fois qu'il y a des perturbations, les enseignants qui sont dans les classes d'examen ne suivent pas les mots d'ordre. C'est ça la vérité, pour ceux qui sont sur le terrain. Chaque fois qu'il y a grève, les enseignants qui sont dans les classes d'examen, CM2, 3e, terminale, ne suivent pas. Ils se débrouillent pour encadrer les enfants. Ce sont les élèves qui sont dans des classes intermédiaires qui vivent ces perturbations. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a perturbation dans l'école, 150 heures, nous allons sentir les conséquences de cette perturbation les années à venir. Parce que les enfants qui sont dans les classes intermédiaires n'ont pas bénéficié de dispositifs particuliers pour pouvoir les accompagner. Donc, sous cet angle-là, nous pouvons comprendre que les 150 heures n'impactent pas ces résultats. Parce que la pratique, c'est que les enseignants qui ont des classes intermédiaires ne font pas la grève. Mais ça va impacter les années à venir, parce que voilà, les années à venir sont ceux qui sont dans la classe intermédiaire qui vont le faire. Ça, on peut le comprendre. Une dernière question, donc, cher Mo. Le mois dernier, le ministère de l'Éducation nationale a organisé un conseil interministériel dans lequel 17 mesures ont été prises. Donc, vous étiez là-bas, sur place. Et parmi les mesures, faire de sorte que l'année prochaine, qu'il n'y ait pas d'élèves qui ne passent pas donc, les examens du CFA, les élèves qui n'ont pas, en fait, qui ne sont pas régularisés en termes d'état civil. Sur ce point, quel message lancez-vous? Écoutez, nous avons été à ce conseil interministériel, pas sous le ministre de l'Éducation, mais sous le Premier ministre, oui, avec la présence d'autres ministères. Nous avions tenu des recommandations dans ce sens-là. Mais ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que dans mon pays, notre pays, le Sénégal, que l'on puisse réfléchir profondément sur la question des défis récurrents. Il y a des questions qui sont posées depuis que vous étiez enfant jusqu'à aujourd'hui, et pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des solutions. État civil, état civil, état civil. Les enfants qui sont hors structure éducative. Il y a des questions têtues, je les appelle des questions têtues, des questions récurrentes, des questions persistantes, et il nous faut trouver des solutions. Mais ça, pour le faire, il nous faut engager ce que nous appelons les vraies solutions. Généralement, nous ne sommes pas sur les vraies solutions. Nous sommes sur les effets, sur juste des questions de surface. Et ce que nous faisons par rapport à l'état civil,
globalement, c'est organiser des audiences foraines. Ce n'est pas une vraie solution. Audience foraine, ça nous permet juste de colmater pour nous en sortir cette année. Ce que nous faisons, c'est, OK, on autorise tous les enfants, les candidats à faire l'examen et après, ils vont être à jour. Ce n'est pas une solution. Donc, il faudrait qu'on se décide à régler définitivement la question de l'état civil. Et mon pays, notre pays, le Sénégal, a les moyens de le faire. Si nous regardons la question du New Deal technologique, de la digitalisation, nous sommes arrivés à adresser des questions très sensibles grâce à la digitalisation. On se partage de l'argent, non? Hein, il y a des réseaux de l'argent, il n'y a pas, voilà, ça nous est très cher. On arrive à le faire en toute sécurité. Donc, comment travailler à ce que, avec la digitalisation, avec les expériences que nous avons connues dans la société civile, que l'on puisse décider à aller au-delà des audiences foraines pour régler définitivement la question de l'état civil, cela est important. Parce que vous le savez, un enfant qui n'a pas de pièce d'état civil n'existe pas, je le dis. Il n'existe pas, il n'est pas sénégalais. Il n'est pas compté, il n'est pas comptabilisé. Donc, toute notre planification est faussée. Parce qu'il y a des enfants que la planification ne voit pas, parce qu'ils n'existent pas. Donc, il est essentiel que l'on puisse nous tous nous accorder sur l'importance de cet enjeu-là et qu'on puisse décider à lui trouver de vraies solutions, pas de fausses solutions, pas des solutions de circonstances. Ça, c'est notre cri de cœur. Nous considérons que c'est une question de protection sociale, une question de droit, une question d'existence juridique de tout. Et nous avons les moyens de le faire parce qu'on a expérimenté ailleurs. On a des pays, si on fait du benchmarking, qui ne connaissent pas de problème d'état civil. Nous avons expérimenté la digitalisation sur d'autres dimensions très sensibles. Et donc, il y a eu des expériences de pilotes qui sont là. Et il faudrait que le gouvernement, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, le gouvernement dans son ensemble, puissent décider que dans 2-3 ans, la question de l'état civil va être définitivement réglée. Et définitivement réglée, ce n'est pas nous convoquer des audiences foraines, parce que les audiences foraines, comme j'ai dit, c'est des solutions de circonstances. Cher, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, qui vous encourage. Merci beaucoup. Merci.